Madame, Monsieur, bonsoir. L'affaire GameStop et le retail trade au menu de questions écho ce soir. Cette affaire de GameStop avait ravivé dans les mémoires un certain mouvement Occupy Wall Street dans sa version 2.0. La bourse américaine a en effet été particulièrement secouée au début du mois dernier par la saga GameStop dont nous vous dévoilerons tout ce soir. Mais si cela a pu se produire, c'est qu'aux États-Unis, beaucoup de citoyens investissent en bourse. Des salariés y font fructifier leur retraite, d'autres essayent de multiplier leurs épargnes et même des enfants et des adolescents sont poussés par leurs parents à s'essayer au marché financier. Bref, le retail trading est une culture aux US. Du coup, des plateformes ont répondu à ce besoin, dont celle de Robinhood, traduisez Robin des Bois. Le retail trading est loin de faire en revanche l'unanimité chez nous, et si la bourse de Casablanca venait à dépendre de ces petits investisseurs, eh bien, elle agoniserait. Bref, pour tout comprendre à ce phénomène GameStop et au mécanisme du retail trading, avec nous ce soir, Wael Azizi, directeur général à la bourse pan-européenne Equiduct. Bienvenue à toutes et à tous. Un groupe d'internautes se sont mis d'accord pour mettre à terre de gros fonds spéculatifs. C'est ce qui s'est passé en début d'année à Wall Street. La saga GameStop ou la rébellion contre le système financier, c'est un sujet de Alam Nani. Les Robins des Bois de la finance ont virtuellement pris d'assaut Wall Street en ce début d'année 2021. Tout a commencé sur le forum américain d'actualité et Reddit, plus exactement dans l'un de ces groupes de paris célèbres, le Wall Street Bets. Ce dernier rassemble plus de 5 millions de boursicoteurs amateurs qui vendent et achètent des actions ou discutent simplement des tendances de la bourse. Vers la fin janvier, un employé de banque très attaché à la chaîne américaine de magasins de jeux vidéo GameStop lance un appel sur Reddit, donnez tort aux hedge funds. Ces hedge funds ou fonds spéculatifs de Wall Street avaient shorté GameStop, c'est-à-dire misé très gros sur son effondrement boursier. C'est ainsi que commence cette guérilla numérique et les sympathisants de l'enseigne de jeux vidéo se sont mis à acheter un maximum d'actions GameStop. Du coup, alors qu'elle coûtait moins de $20 le 4 janvier, l'action GameStop s'envole à $470 à la fin du mois, soit une prise de valeur hypersonique de 1900%. De quoi laisser bouche bée les traders et porter la capitalisation de GameStop à 28 milliards de dollars, alors que l'entreprise ne vend en valeur réelle que 9 milliards. Mais voilà, ce putsch boursier n'aura duré qu'une semaine avant que l'action GameStop ne retrouve son cours normal. Cette affaire a relancé le débat sur les ventes à découvert ou short selling, un mécanisme qui consiste à faire un pari à la baisse. En gros, les fonds spéculatifs visent une entreprise cotée en bourse qu'ils estiment fragile et parient sur la baisse de son action. Ils se font ainsi prêter des actions de l'entreprise moribonde pour les revendre, faisant baisser le cours et donc gagner le pari. Et justement, le débat sur ces ventes à découvert, mais pas que, ce sera tout de suite. Et j'ai le plaisir d'accueillir depuis Londres Wael Azizi, directeur général à la bourse pan-européenne Equiduct. Bonsoir Wael Azizi. Bonsoir, merci pour l'invitation. Merci à vous de l'accepter d'être avec nous. GameStop ne serait-il pas le mouvement 2.0 d'Occupy Wall Street ? Alors tout à fait, effectivement. Je pense qu'il y a beaucoup de sens à comparer les deux événements. C'est simplement c'est la prise de la Bastille des marchés financiers, pour ainsi dire. Très bien. Alors, on va aussi peut-être aller dans le fond du sujet et qui repose essentiellement sur ces ventes à découvert. Tout d'abord, est-ce que les hedge funds sont les seuls à pouvoir opérer des ventes à découvert ou short selling ? Alors, sur les marchés US et européens, les hedge funds ne sont pas les seuls intervenants à pouvoir effectivement procéder au short selling ou de la vente à découvert. Tout le monde peut le faire, y compris le petit épargnant, y compris le boursicoteur. Et donc, c'est ce qui a permis justement cet événement GameStop. Par contre, pour commenter l'affaire GameStop et comprendre un peu les tenants et les aboutissants, il faut d'abord s'intéresser effectivement aux mécanismes financiers qui ont permis et qui ont rendu possible l'action GameStop. Il faut comprendre en fait que le schéma classique en finance consiste en général à acheter une action
à attendre que son prix augmente pour la revendre et donc de faire une marge. La vente à découvert, en fait, la prise de position courte ou le short selling, c'est l'exact opposé de cette logique. C'est la possibilité sur le marché financier de vendre un actif qu'on ne détient pas forcément en se le faisant prêter et en espérant que son prix baisse davantage pour pouvoir le racheter moins cher et donc faire une marge. Pour illustrer le propos simplement, on va considérer l'exemple d'un boursicoteur, donc pas encore d'une masse de boursicoteurs, on va y arriver plus tard, d'un boursicoteur qui est convaincu que l'action A coûte actuellement par exemple 100 €, va baisser dans les 2 mois à venir. Il l'emprunte aujourd'hui à un trader qui la détient avec l'obligation de lui rendre dans 2 mois. Pour cela, il va payer 2 € d'intérêt, on va dire. Maintenant que notre boursicoteur dispose de l'action, il peut se retourner sur le marché et la revendre au prix actuel de 100 €. Sachant qu'il a déboursé 2 € pour se la faire prêter, il vient de réaliser un gain de 98 € pour l'instant. Dans le mois qui suit, c'est là que ça devient intéressant. Dans le mois qui suit, l'action A baisse effectivement comme prévu. Le prix de l'action devient alors 60 €, on va imaginer. Notre boursicoteur qui doit toujours rendre une action au trader qui lui a prêté initialement la rachète au prix de 60 € et va donc pouvoir clore cette opération avec un profit de 38 € grâce à la vente à la découvert. Maintenant qu'on a compris un peu ce concept de short selling, il faudra s'intéresser au short squeeze, qui est le second concept combiné à cet élément-là, qui a forcé des positions pour prendre l'affaire GameStop. Oui, mais il y a un danger dans ce shorting, dans ce over-shorting peut-être, et notamment les pertes qui peuvent être faramineuses pour ces hedge funds. Alors exactement, le short squeeze, donc, ça désigne la période dans laquelle un trader est forcé d'acheter un titre pour couvrir une position courte. La hausse rapide de la demande pour l'actif fait monter son cours et provoque ainsi cette boucle rétroactive qui incite tous les opérateurs à solder leur position et donc à ce que le prix augmente au lieu qu'il baisse. C'est ça qui fait que c'est ce phénomène-là qui fait qu'il y a eu des pertes faramineuses, sauf que ce phénomène-là a été en fait provoqué, si vous voulez, par plus de 2 millions de petits épargnants qui se sont syndiqués dans des forums en ligne pour prendre massivement position face à ces hedge funds, sont rassemblés sur des forums type Reddit, plus particulièrement sur un sous-forum appelé Wall Street Bets, où des milliers de boursicoteur on air se sont organisés pour enrayer la machine et acheter en masse des actions GameStop. Le patron de Tesla, par ailleurs, qui est l'homme le plus riche du monde, a lui-même fait ce phénomène sur Twitter. Ce phénomène que vous appelez effectivement syndication, ou qui existe anecdotiquement par plusieurs autres noms et imageries animales, donc la baleinification, pour ne pas dire la taille, la baleine, mais comme ils le disent eux-mêmes sur le Wall Street Bet, dans leur slogan, Apes Stronger Together. Donc tout ça, c'est des images pour dire qu'on est plus fort ensemble, et c'est ce qui a permis justement de bouger significativement ce cours. Très bien. Et est-ce légal ? Est-ce que la SEC, donc l'institution qui régule le marché financier américain, permet à des petits porteurs, des petits traders ou des investisseurs particuliers à se syndiquer et à former cette baleine qui a fait que la valeur d'une action a pu prendre autant en si peu de temps ? Alors, est-ce légal ? Oui. Et c'est légal parce que jusque-là, le marché n'a jamais vu ça avant. Donc le régulateur n'a jamais eu besoin de se pencher sur ce sujet. Maintenant, la même pratique de syndication chez les institutionnels est illégale. Dans le sens où un institutionnel ou un hedge fund ou un asset manager ou une banque ne peut pas s'allier à une autre banque dans l'optique de créer une masse pour faire bouger le prix d'un actif à la hausse ou à la baisse. Le parallèle donc qui se fait avec le retail est très intéressant, très controversé en ce moment parce que certains y voient une atteinte à la liberté des investisseurs particuliers. Si le régulateur se penche sur le sujet et interdit ce type d'action synchronisée, d'autres y voient une façon de ce qu'on appelle level the playing field, c'est-à-dire être sûr que tout le monde a accès aux mêmes outils de la même manière et avec les mêmes droits, à savoir l'institutionnel ou le particulier. Et nous allons revenir justement à ces catégories d'investisseurs dans les bourses étrangères. Mais puisqu'on parle de GameStop, il y a cet autre phénomène, celui de AMC, American Movies Classic, cette entreprise de divertissement américain qui connaît à son tour un mouvement, ou qui connaît depuis quelques semaines déjà, un mouvement semblable à celui sur GameStop. Pensez-vous que ce phénomène soit un mini GameStop et surtout grâce aux réseaux sociaux? Vous avez évoqué ce tweet de Elon Musk.
Alors, AMC et GameStop, effectivement, pour moi, partagent les mêmes éléments d'engouement et exploitent les mêmes faiblesses des mécanismes, à savoir la vente à découvert, le short selling et ensuite le short squeeze. Le seul élément, à mes yeux, différenciant est le volume d'échange entre GameStop et AMC. AMC, au jour d'aujourd'hui, je pense qu'ils sont à 488 millions de dollars échangés contre 2 milliards 32 pour GameStop. On peut donc parler effectivement d'effet de miniaturisation entre GameStop et AMC qui partagent les mêmes drivers pour ce crash. Et quel est le rôle des réseaux sociaux dans tout cela? C'était la seconde partie de ma question. Alors, le rôle des réseaux sociaux dans cela est primordial. C'est exactement et uniquement les réseaux sociaux, à savoir Reddit et Wall Street Bet, qui ont permis justement à ces deux actions de connaître les mouvements qu'ils ont connus ces dernières semaines. Il faut savoir que l'action GameStop en général coûte moins de $20 en temps normal. En début de short squeeze, cette action a atteint $80 avant de s'envoler à $347, pour une hausse de plus de 1000%, et c'est uniquement dû à cette syndication qu'on a pu voir et apercevoir sur Reddit, qui a permis de mobiliser toute cette masse d'investisseurs pour pouvoir faire autant de profits au détriment des hedge funds qui étaient positionnés à la baisse, dont certains ont perdu jusqu'à 3 milliards de dollars. Vous posiez tout à l'heure la question de quel est le coût faramineux. Certains hedge funds ont perdu jusqu'à 3 milliards de dollars. Je pense évidemment à Melvin Capital, à Citron Research. La perte totale, par contre, due à tout ce phénomène GameStop est chiffrée à plus de 70 milliards de dollars. Ce n'est pas rien. Certainement. Et puis 3 milliards pour un seul hedge fund, ça fait quand même beaucoup d'argent. Il y a une question primordiale, Wael Azizi, par rapport à cette perte-là. Pourquoi Robinhood avait suspendu le trading dès que ces hedge funds, rappelons que Robinhood c'est cette plateforme de trade, donc d'achat et de vente d'actions, simplifiée et qui coûte pas cher, pourquoi ils ont suspendu quand les hedge funds commençaient à perdre beaucoup d'argent? Alors c'est la grande question de l'affaire GameStop, c'est celle qui remue un peu plus les marchés et surtout les forums et surtout les médias aux US et en Europe, c'est qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi est-ce que Robinhood a suspendu la vente, pas l'achat, a suspendu la vente suspendu l'achat et pas la vente voilà. de cette action GameStop. Et ce qu'il faut comprendre en fait simplement, c'est que ça n'est absolument pas dû, comme d'ailleurs l'a témoigné le fondateur et le CEO de GameStop face au Congrès américain, ce n'est pas dû à un appel d'un hedge fund ou d'une pression subie de la part de n'importe quel hedge fund, c'est dû essentiellement à ce qu'on appelle les appels de marge. Lorsque vous êtes un broker et lorsque vous intervenez sur un marché financier, pour chaque action achetée ou vendue, vous avez des appels de marge qui sont procédés par les chambres de compensation qui couvrent le risque de marché de ces actions-là. Donc, ce qui s'est passé sur la firme GameStop, c'est exactement ce que je disais avant, c'est qu'il y a eu un engouement qui n'était pas du tout envisageable, qui n'était pas du tout anticipable pour n'importe quel acteur de marché, y compris pour Robinhood. Donc, lorsque Robinhood a soudainement subi cette attaque et que du coup, il y a eu plus que 3 ou 4 millions d'investisseurs sur Robinhood qui se sont mis à acheter frénétiquement ce stock, les appels de marge que Robinhood a dû payer auprès de chaque chambre de compensation ont simplement explosé. Et se sont retrouvés, et je cite là un appel que le fondateur de Robinhood a reçu à 3h du matin de la part de sa chambre de compensation pour lui dire: vous avez besoin de nous payer 3 milliards de dollars immédiatement si vous voulez continuer à pouvoir acheter l'action GameStop sur la plateforme Robinhood. Effectivement, Robinhood n'avait pas autant de capital immédiat prêt à être mis en marche chez la chambre de compensation et ont dû lever des fonds en urgence pour pouvoir réouvrir l'action GameStop. Ce qu'ils ont fait auprès justement de ces petits porteurs, ils ont réussi quand même à lever 1 milliard de dollars. Et pour comprendre encore davantage tout cela et pour comprendre le poids de ces petits porteurs sur ce marché américain mais également européen, Wael Azizi, quelle est la part aujourd'hui des petits porteurs, des petits investisseurs, des investisseurs particuliers, appelons-les ainsi, dans l'ensemble des échanges sur cette place boursière américaine et européenne, et quelle est la place des hedge funds également? Alors, c'est une question intéressante qui rappelle un peu en fait, de l'intervention que j'ai eue la dernière fois dans votre émission, où on avait parlé justement de la part des investisseurs particuliers sur le marché financier et l'importance de cette part grandissante. Aujourd'hui,
Je pense que la part a un peu... Enfin, vous savez, il y a différentes statistiques en fonction des différents marchés, etc. Mais globalement, on est toujours aux alentours de 10-15% de participation de retail sur les marchés financiers. L'autre partie étant effectivement essentiellement occupée par des institutionnels, à savoir des banques, des hedge funds, des asset managers. Ce qui est intéressant à souligner, c'est la part temporaire des investisseurs particulier lors de l'affaire GameStop, qui est monté de façon exceptionnelle jusqu'à 25% d'investisseurs particuliers sur le marché américain pendant la frénésie GameStop, au profit bien sûr des institutionnels. Ces institutionnels-là qui, je pense, ont dû effectivement lâcher du terrain sur cet aspect-là, où ils ont effectivement revu à la baisse leur implication sur le marché, forcément face à cette attaque un peu soudaine et imprévue des investisseurs particuliers. C'est ce qui a fait mécaniquement augmenter la part des investisseurs retail sur le marché. Très bien. Alors, parlons du Maroc à présent, Waila Azizi. Bon, l'affaire GameStop serait-elle possible au Maroc? Ou peut-être que je devrais reformuler ma question. Est-ce que grâce à une plateforme telle que Robinhood, qui propose des tarifs bas et surtout une utilisation simplifiée pour boursicoter, est-ce que la présence de cette plateforme serait la clé peut-être pour initier les Marocains à choisir la bourse pour leur plan d'épargne ou leur retraite, par exemple, un peu comme ce qui se fait aux États-Unis? Alors, la réponse la plus simple à la question est non. Dans le cadre actuel, cela ne serait pas vraiment possible au Maroc. Alors, indépendamment de l'engouement des petits épargnants pour la bourse, qui serait effectivement exagéré ou qui serait effectivement amplifié plutôt par la création d'une plateforme à la Robinhood, il est impossible, dans le cadre actuel légal et réglementaire au Maroc, d'avoir à peu près le même tour d'événements pour une action marocaine cotée sur la bourse de Casablanca. Les raisons pour lesquelles c'est impossible, c'est parce que l'origine du problème, qui est donc la vente à découvert, est une pratique qui n'existe pas au Maroc, elle est même illégale. Et la pratique donc n'est totalement absente du marché casablancais. Elle est liée aux investisseurs qualifiés. Elle est très 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 encadrée. Et elle obéit au nom du prêt d'emprunt de titres. Donc c'est pas possible pour un investisseur particulier retail de pouvoir procéder à la vente à découvert d'une action. Et donc du coup l'origine du mal ou la source du problème GameStop n'est pas possible au Maroc. La deuxième raison pour laquelle il est impossible qu'un remake Casablanca de Wall Street Bet, c'est la nature même du marché marocain. Il n'existe pas d'éléments de syndication de la même manière qu'on a connu sur Wall Street Bet, qui est effectivement dû, comme vous le citiez, à l'engouement des Marocains, qui est différent pour le marché financier de l'engouement des Américains pour leur propre marché financier. Je citerai effectivement peut-être la vente à découvert, peut-être effectivement les options ou la vente à terme. Qui est en cours de réglementation, mais qui n'est pas encore une pratique courante au Maroc. Ces instruments-là permettraient effectivement la diversification des outils disponibles pour l'investisseur retail pour pouvoir mettre en place des stratégies d'investissement qui sont un peu différentes juste du simple achat ou d'une action ou d'une obligation, parce que pour l'instant, c'est tout ce que peut faire l'investisseur particulier au Maroc, c'est acheter une action ou une obligation ou un fonds d'investissement. La vente à découvert étant, comme on vient de le dire, illégale, les options et les contrats à terme, plus généralement, ne sont pas encore vraiment démocratisés ni disponibles. Ensuite se pose la deuxième question qui fait qu'est-ce que peut-être l'investisseur marocain n'a toujours pas, ou le petit épargnant marocain n'a toujours pas pour accéder sur le marché. Et là, c'est là où je vous rejoins sur peut-être le besoin d'avoir des plateformes un peu plus démocratisantes de l'accès au marché, donc des plateformes à la Robinhood, des plateformes simplifiant l'accès et le démocratisant en termes de coûts d'accès financier au marché. Et ensuite, un élément très important qui est celui de la transparence des marchés qui gagnerait à être renforcé effectivement pour que l'investisseur puisse se sentir en sécurité et en confiance pour investir sur le marché. Et puisqu'on parle d'investissement sur les marchés, parlons des marchés, revenons en tout cas sur les marchés internationaux, Waila Azizi. La tendance des marchés après le vaccin, est-ce qu'on peut dire que l'euphorie s'est évaporée? Alors effectivement, je comprends le sens de la question, mais vous savez, le marché est en perpétuel mouvement. Ce que certains pourraient qualifier de flop est en fait une période de prise de bénéfices après un rebond marqué par les élections américaines, l'annonce de l'arrivée des vaccins, la frénésie GameStop, etc.
N'oublions pas en fait que le marché est en attente de nouveaux éléments d'espoir relatifs au nombre de vaccinés en progression, à la sortie du confinement, du retour à la normale, et qui verrait alors automatiquement le marché repartir à la hausse. Donc ce que certains qualifient aujourd'hui de flop est pour moi l'occasion de se positionner pour les acteurs qui ont raté cette première vague, qui n'anticipent pas l'annonce de l'arrivée du vaccin Pfizer et des autres vaccins ensuite, et qui du coup se positionnent aujourd'hui, tant que le marché est à la baisse, pour pouvoir ensuite profiter du rebond quand les nouvelles annonces se feront. Et puis, bon, alors, certaines actions n'ont pas besoin d'annonce pour être propulsées ou, au contraire, comme vous le disiez, je cite votre expression, l'origine du mal sur ces ventes à découvert, on fait que, eh bien, comme des actions qui ont pu être sous-évaluées, d'autres sont surévaluées. Je cite là l'exemple de Tesla, par exemple, en comparant par rapport aux résultats de cette entreprise. Est-ce qu'on peut parler d'abord d'une bulle sur Tesla? Est-ce qu'on parle d'anomalie de marché? Et tout simplement, une question que se posent beaucoup de médias, vous le disiez tout à l'heure, est-ce qu'il faut redouter un crash boursier international à cause de ces bulles, notamment sur des actions comme Tesla? Alors, ce qui est intéressant à noter, par contre, sur les éléments de syndication dont on a parlé, c'est que ces éléments-là, la syndication n'est nocive ou plutôt n'est effective et n'affecte un cours que lorsqu'il s'agit de petites valorisations. Que lorsqu'il s'agit de petits flottants en bourse ou de petites entreprises. Donc, lorsqu'on a un petit flottant en bourse qui va tourner, on va dire, pour l'action GameStop autour de 2, 3 millions, 4 millions journaliers, et que soudainement, on a une armée de petits investisseurs qui arrivent sur le marché, automatiquement, ça fait bouger le cours. Sur l'action Tesla, qui est une des plus grosses valorisations au monde, il est très, très, très difficile pour un intervenant ou une typologie d'intervenant même d'affecter ou de bouger significativement ce cours en bourse. Donc les éléments, les drivers pour une bullification d'une action ne sont absolument pas les mêmes lorsqu'il va s'agir de Tesla ou lorsqu'il va s'agir de GameStop ou équivalent. Donc de petites valorisations. Pour l'affaire Tesla, pour le coup, effectivement, on a là une action qui est très, très, très valorisée, dont le propriétaire lui-même, donc Elon Musk, avait tweeté récemment que son cours est surévalué, ce qui est très intéressant à noter, parce que je pense que de l'histoire de l'économie moderne, je ne pense pas avoir vu un fondateur d'une entreprise qui se plaignait de la valorisation de son entreprise, mais c'est intéressant. Je pense effectivement que Tesla obéit à d'autres critères qui sont radicalement différents, qui sont ceux de l'espoir. Et ceux de l'espoir, quand je dis espoir, par rapport à la technologie utilisée sur la production des voitures Tesla, l'électrification. Vous savez, quand on a été petit, on a toujours tous rêvé d'une voiture qui fonctionnait à l'eau ou à l'électricité. On pensait que ça ne verrait jamais lieu. Et bien, ça a eu lieu avec Tesla. Et aujourd'hui, Tesla en tire profit, malgré des résultats économiques et financiers qui ne sont pas si bon que ça, et dont la commercialisation est relativement limitée, qui ensuite impacte aussi les éléments, vous savez, au niveau de l'écologie, avec l'utilisation massive des matériaux pour la production de batteries. Donc malgré tous ces éléments-là, il y a un élément d'espoir et d'éléments pionniers qui mènent Tesla à avoir la valorisation qu'elle a aujourd'hui. Et un autre actif qui ne répond pas aux critères classiques, Wael Azizi, il s'agit du Bitcoin. Et ces baleines de Bitcoin, parce qu'il y a une syndication aussi autour des crypto-monnaies de manière beaucoup plus globale, pour ne citer que l'exemple du Bitcoin. Qui sont ces baleines? Comment influencent-elles finalement le cours de la crypto-monnaie? Et juste pour terminer peut-être, que réserve l'avenir au Bitcoin? Alors, les baleines du Bitcoin, qui sont-elles? Je serais incapable de vous répondre sur cette question-là. Par contre, là où j'aurais une réponse pour vous sur l'élément de syndication sur le Bitcoin, et c'est là où c'est très intéressant de mettre ça en relief avec l'affaire GameStop, c'est que là où sur les marchés financiers actions, la syndication est un élément nouveau pour les épargnants, pour les petits épargnants, sur le Bitcoin, c'est tout à fait chose établie et chose convenue. Le Bitcoin a même été créé sur des forums financiers sur Internet, et donc du coup est le fruit même de la syndication à la base. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui, les crypto-monnaies sont complètement décentralisées, n'obéissent à aucune cotation initiale, là où le stock ou l'action GameStop est cotée uniquement
sur une bourse unique aux États-Unis, et ben, les crypto-monnaies existent à autant d'exchanges que de crypto-monnaies. Donc, si vous voulez, la syndication chez l'investisseur crypto-monnaie est chose tout à fait normale et tout à fait logique. Et c'est ce qui fait aussi qu'on assiste à des valorisations qui sont complètement extraordinaires. Le Bitcoin à 50 000 $, c'est quelque chose, c'est du jamais vu. Oui, et on finira avec une question qui est relative au Maroc. Wael Azizi, quelle place du dirham face au mastodonte de la crypto-monnaie? On est en train d'évoquer cette question auprès de la Banque centrale, d'avoir une monnaie marocaine virtuelle qui répond bien sûr à la souveraineté de la Banque centrale. A-t-elle réellement sa place devant ces crypto-monnaies? Alors, tout d'abord, j'en profite pour féliciter ces joueurs de l'initiative et de la création de ce comité au sein de la Banque Le Maghreb. Ce comité qui est chargé d'identifier et d'analyser les avantages, mais aussi les risques d'une Central Bank Digital Currency ou CBDC pour l'économie marocaine. C'est une très bonne nouvelle pour notre économie que Banque Le Maghreb s'intéresse de plus près à la réglementation et donc potentiellement autoriser l'usage des crypto-monnaies au Maroc. Pour l'instant, le comité doit rendre son rapport au Wali de la Banque centrale qui doit ensuite décider d'un plan de mise en œuvre mise en œuvre potentielle pour la création d'un e-dirham. Quant à la place d'un e-dirham une fois créé, moi je reste très 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 optimiste par rapport à cela. Je pense que toutes les crypto-monnaies plutôt ont leur place dans l'écosystème et peuvent servir à un moment ou à un autre, tout en gardant en tête que les crypto-monnaies qui sont réglementées sont des crypto-monnaies qui ne sont pas décentralisées et qui du coup sont forcément moins nocives pour l'écosystème où elles sont déployées. Donc je pense que le e-dirham pourrait avoir un bel avenir s'il est finalement créé. Merci beaucoup, Wael Azizi, directeur général à la Bourse pan-européenne Equiduct. Merci d'avoir répondu à nos questions, d'avoir éclairé nos téléspectateurs et nos auditeurs sur cette affaire GameStop, mais aussi sur le retail, trading et le Bitcoin aussi. Merci. Merci à vous. Voilà, c'est la fin de Question Éco. Très bonne soirée à toutes et à tous.